Pat Potoma, bonjour. Bonjour Marco, nous sommes très contents de recevoir Madame Madeleine Toubalaoua Kabeya qui vient pour la première fois nous rendre visite ici à Radio Air Libre. Dommage que ce soit seulement pour les élections parce que cet endroit, c'est un endroit, c'est votre endroit que vous devez prendre, que vous devez posséder. Radio Air Libre, c'est vraiment pour nous, en tout cas ces séquences d'émissions africaines. Alors Madame Madeleine Toubalaoua Kabeya, vous vous présentez aux élections, ça se tient dans une semaine seulement, et vous êtes 12e sur la liste numéro 10. C'est la liste CDNV. Le CDNV, à ce que je sache, c'est un parti flamand. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est un parti flamand et je vais aller travailler comme dans tous les autres partis. Bruxelles est bilingue, il faut souligner. Oui, Bruxelles est bilingue et en fait, cette année aussi, les gens, quel que soit leur groupe linguistique, pourront voter aussi bien pour des partis francophones que néerlandophones. Comment est-ce que s'est faite la rencontre entre vous et le CDNV? Pourquoi le CDNV? Mais en fait, la rencontre s'est faite de manière un tout petit peu particulière. J'ai été approché en fait par le porte-parole de la tête de liste, qui est également congolais, et qui m'avait proposé de rejoindre la liste du CDNV. Donc après mûre réflexion et après avoir rencontré la tête de liste, j'ai trouvé que c'était une dame remarquable et qui avait des idées, donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre leur parti. Mais si on est venu vers vous, c'est qu'il y a des attraits. C'est qu'il y a des attraits? Il y a quelque chose qui les a attirés pour que ces gens se disent on va aller voir Madeleine Toubalaoua Kabeya, certainement qu'elle va nous apporter quelque chose. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez apporté à la CDNV avant de nous apporter à nous? D'accord, mais en fait ce qu'il y a, c'est que la personne qui m'a approché trouvait que j'avais un profil intéressant. Je ne viens pas du tout du monde associatif. Moi je suis plus dans le monde privé. J'ai un parcours un tout petit peu atypique, donc moi je suis diplômé de l'ULB, où j'ai eu un diplôme d'ingénieur agronome à la fin des années 90. Et dans la foulée, j'ai rajouté une expertise en environnement. Déjà dans les années 2000, quand c'était pas du tout à la mode, que personne n'en parlait, et parce que je pensais que ce serait un des enjeux majeurs des années à venir. Mais bon, j'ai travaillé surtout dans le secteur privé, dans des domaines très différents, dans le bancaire, dans des bureaux d'études, et là depuis 2012, je travaille dans des associations européennes. Et donc voilà un peu en résumé. Ça fait quoi d'être entouré par des Flamands? En fait, pas par des Flamands, par le flamand, par la langue flamande. Mais quand on est francophone à la base, je crois que c'est votre cas. Oui, tout à fait. Mais moi, ça n'a jamais été quelque chose. En fait, généralement, j'essaie de ne pas me mettre des barrières. J'ai travaillé énormément avec des néerlandophones quand j'étais dans le privé, donc avant d'être... Parce que c'est vrai que là maintenant, dans les associations européennes, je travaille plus avec des gens qui viennent un peu de différents pays d'Europe. Mais quand j'étais dans le privé, j'ai travaillé avec des néerlandophones. Et en général, moi, ce que j'aimais beaucoup quand je travaillais avec les néerlandophones, c'est pas pour faire une distinction néerlandophone-francophone, mais en général, je trouve qu'ils sont très pragmatiques, ils sont droit au but, ils n'ont pas la langue de bois. Et en général, moi, je préfère travailler avec des gens qui sont assez directs et qui disent les choses. C'est très beau comme tableau. Est-ce que cela veut dire que vous regardez les francophones plutôt d'en haut? Non, pas du tout, parce que moi j'ai étudié à l'ULB, j'ai toujours étudié dans des environnements francophones. Je suis entouré de francophones. Bruxelles est une ville quand même qui est principalement francophone. Donc c'est pas du tout une question. Mon chef actuel est un Français, donc je suis pas du tout, s'il entend là, il va se dire dis donc. Donc moi je pense pas. Je pense que c'est une question de mentalité, mais je trouve que les néerlandophones en général, il y a beaucoup de similitudes aussi avec les anglophones. Et en fait, quand je dis le côté pragmatique, c'est que, par exemple, quand on discute des questions de difficultés d'accès à l'emploi et des discriminations, surtout pour les populations, les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, je trouve qu'ils sont assez droits au but. Récemment, on avait fait un colloque où on avait invité pas mal de gens qui sont actifs dans ces domaines-là et aussi les demandeurs d'emploi, les subsahariens en général.
Et eux, ils n'hésitaient pas à dire qu'il faut arrêter avec tout le temps des testings pour voir, observer comment la discrimination se passe. Il faut vraiment sanctionner les gens et en tapant là où ça fait mal, donc avec des sanctions économiques à la clé. Et pour avoir assisté parfois à des colloques similaires dans le monde francophone, je trouve qu'en général, c'est beaucoup plus enveloppé. Et en fait, on a parfois du mal à nommer les choses telles qu'elles sont. Donc, la culture est si différente entre les Flamands et les Wallons et les francophones? Il y a des similitudes, parce qu'en Belgique, on vit quand même, c'est le vivre ensemble. Donc les gens, je crois que on ne peut pas vraiment rencontrer quelqu'un qui a dit que j'ai jamais rencontré un Flamand dans ma vie, en vivant ici en Belgique. Mais je pense que parfois les gens sont différents dans l'approche qu'ils ont pour régler des problèmes, dans les solutions qu'ils veulent apporter. Et moi je pense qu'en général, eux ils sont beaucoup plus... Quelque part c'est du pragmatisme aussi. Pourquoi vous dites eux ils sont au lieu de dire nous sommes? Mais parce que moi je me considère des deux côtés en fait, un mix des deux. Donc voilà. Alors... pour beaucoup de personnes d'origine africaine ici en Belgique, on a l'impression que le flamand, c'est pour nous embêter. C'est pour nous empêcher de trouver du travail. C'est chaque fois qu'il y a un problème, ou plutôt chaque fois qu'on ne veut pas de vous, on vous demande est-ce que vous parlez flamand. Chaque fois qu'on veut créer des freins, on essaie de chercher vos compétences, en tout cas de ce que vous êtes en flamand, ainsi de suite. Et on a parfois un regard assez distancié par rapport à ça. Et quand je vous entends parler, vous dites que votre chef est français. Donc on a même l'impression qu'on préfère aller chercher des francophones en France, dans le nord de la France, que d'en prendre ici à Bruxelles ou en Wallonie. Je ne me trompe pas. Mais en fait, ce qu'il y a quand je dis par rapport à mon chef, c'est un peu un environnement différent. C'est un environnement où c'est l'anglais qui prévaut. Donc ça encore, vous allez me dire encore une nouvelle barrière linguistique. Parce que souvent dans les associations européennes, la langue de travail est l'anglais. Moi, mon chef est français, certes, mais c'est plus parce qu'il a évolué dans des associations internationales et européennes, en fait, qu'il a cette position-là. C'est pas qu'on est allé le chercher, parce qu'avant, le chef précédent était un Anglais. Et c'est vraiment parce que c'est une particularité du monde du monde de travail dans lequel je suis. Donc c'est pas que c'est un Français qu'on a été spécialement cherché. Mais moi, en général, aux proches, ce que je conseille par rapport aux Néerlandais, c'est de pouvoir quand même dire quelques mots de base, en fait, à l'entretien, et de ne pas avoir peur de mettre quand même le néerlandais dans le CV en mettant niveau de base plutôt que de ne rien mettre. Et alors, même si c'est pas vrai. Mais c'est pas une question c'est pas vrai. Entre le moment où on envoie le CV et le moment où on vous répond, il y a toujours moyen, il y a énormément de sites où on peut quand même acquérir en fait les notions de base. Donc moi je pense que... Et en fait par la suite, c'est vrai que moi dans les environnements où j'ai travaillé, chacun était libre de s'exprimer quand même dans la langue qu'il voulait, mais c'est vrai que c'était souvent des gros groupes quand j'étais dans le privé, donc c'est vrai que souvent l'anglais dominait, mais les gens avaient quand même le droit de s'exprimer dans la langue qu'ils voulaient. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai travaillé dans un grand groupe qui est dans le domaine de l'énergie, le premier département dans lequel j'étais, c'était un mix de néerlandophones et de francophones, et puis par la suite, on était à dominance francophone. Donc d'office, le chef de ce département-là, il disait les réunions, on les fait en français, parce que la plupart des gens parlent le français, en fait. Alors, vous êtes dans un parti flamand, vous êtes un francophone de base, ça s'entend. Hein, voilà. Je disais qu'il y avait quelques appréhensions quand même de la part des Flamands sur nous et de la part aussi des personnes d'origine étrangère ici en Belgique sur le flamand. Je me dis que vous avez plus à faire à l'intérieur de votre parti, le CDNV, pour que la compréhension soit meilleure par rapport aux personnes d'origine étrangère ici en Belgique. Est-ce que vous pensez que ce bâton de pèlerin-là, vous allez le prendre ? Ce travail à faire là pour faire comprendre aux Flamands, pour faire acquérir aux Flamands, je dirais, une meilleure connaissance et une vision peut-être certainement un peu plus positive qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Mais je pense que déjà au sein du parti, ça s'est fait, puisque en général,
les gens voient quelle est ma dynamique, mon comportement, la volonté que j'ai, etc. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans notre liste, il y a également une personne qui travaille déjà au CDNV qui est d'origine guinéenne. Et puis il y a un autre colistier qui est lui rwandais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que généralement, je pense que nous, les Africains d'origine francophone, on se met quand même pas mal de barrières par rapport au monde néerlandophone. Parce que quand je vois les gens d'origine anglophone comme les Nigérians, parfois ils n'ont pas spécialement ni le français ni le néerlandais, ou ils acquièrent le néerlandais. Mais ils ont l'anglais. Ils ont l'anglais. On a l'impression que les Flamands comprennent mieux et veulent collaborer avec des anglophones plutôt qu'avec des Africains francophones. Mais ce qu'il y a, c'est que là, dans la région, on est 3 francophones. Donc, on est 3 personnes dont les pays d'origine sont des pays francophones, en fait. De l'idée que je me fais du CDNV d'avant, qui était un parti social-chrétien, plutôt ouvert vers les communautés d'origine étrangère, ainsi de suite, mais on a eu l'impression, depuis plusieurs années maintenant, que le CDNV se droitise, que c'est un parti qui n'est plus tellement au centre, qui n'est pas si éloigné que ça des thèses de droite, de vraie droite. Ce n'est pas pour rien que le ministre de l'Intérieur est du CDNV et qui a aussi un langage assez dur vis-à-vis de nos communautés. Il y a un malaise pour vous ou pas sur ces thèses-là? Mais en fait, par rapport à ces thèses-là, il faut aussi voir qu'au niveau du fédéral, ils doivent aussi, comment dire, certaines lois européennes doivent être transposées dans les différents pays d'Europe aussi. Donc, je ne dis pas que les gens sont pieds et poings liés, mais il y a certaines directives européennes qui doivent être appliquées ou on doit quand même suivre ce qui est prévu à l'Europe. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à ça qu'on peut penser peut-être qu'ils prennent une tournure un peu différente. Mais moi, à la région, en tout cas, ce que j'ai senti, c'est que c'était pas du tout cette approche-là, en fait. Donc voilà, et qu'il y a vraiment une volonté, parce que quelque part, ne pas intégrer les afrodescendants qui sont chômeurs, etc., c'est une perte aussi économique. Et ce côté-là, c'est aussi un côté pragmatique qu'a le parti, parce que bon, quelque part ce serait du win-win, les gens travaillent, peuvent améliorer leurs conditions de vie, et quelque part l'économie en général s'en porte mieux. Donc voilà. Alors il y a un mouvement assez important de nos enfants, ou plutôt des familles d'origine africaine ici en Belgique, surtout à Bruxelles, qui ont placé leurs enfants dans des écoles flamandes. Et on a eu quand même l'impression qu'au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, beaucoup de parents ont reculé parce que les résultats n'étaient pas toujours bons, parce que les parents ne savaient pas suivre leurs enfants. Et d'un autre côté, on a vu que beaucoup d'enfants réussissaient aussi très très bien et cela permettait en tout cas d'avoir une progression plutôt positive ici en Belgique et surtout ici à Bruxelles. C'est une dualisation des faits. Soit on ne réussit pas parce que les parents ne savent pas aider les enfants qui ont des difficultés, ou bien alors les enfants réussissent très très bien, surtout ceux qui sont de bonnes familles, je dirais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne pense pas que ce problème-là soit uniquement lié au fait qu'on soit dans l'enseignement néerlandophone ou dans l'enseignement francophone. Parce que moi, quand je vois... moi, je suis la maman d'un petit garçon de 11 ans et demi. Bon, à ce niveau-là, j'ai pas trop de problèmes. Il est dans l'enseignement francophone, mais c'est pas un enfant qui nécessite un suivi. Mais par contre, j'ai des amis qui m'ont déjà parlé de cas d'enfants qu'ils ont, aussi bien dans le monde néerlandophone que francophone, où ils peuvent avoir 2 enfants et les résultats ne sont pas du tout les mêmes parce qu'il y en a un qui demande énormément de suivi de la part des parents, tandis que l'autre peut plus évoluer en autonomie. Et donc moi je pense qu'il faudrait, si les parents sont un tout petit peu dépassés, parce que c'est un enseignement dans lequel ils se sentent, un monde linguistique dans lequel ils ne se sentent pas complètement à l'aise, c'est peut-être de trouver les écoles de devoirs et de trouver... parce qu'il y a énormément de structures en fait où ça demande de l'énergie de devoir y aller, une certaine organisation, etc. Mais il n'y a pas de coût en fait.
Il n'y a pas vraiment c'est gratuit en général. Et ce sont des organismes qui permettent d'aider les parents. Moi, je peux essayer, vu que la fin de l'année approche, de compiler une liste et de vous les faire parvenir par mail. Comme ça, ces parents-là peuvent éventuellement... Je crois qu'il y a beaucoup de parents, effectivement, qui seraient aidés par... des parents ont besoin d'une prise en main comme ça, qu'on leur tende la main, qu'on les aide à trouver des solutions, parce qu'il y en a beaucoup. Parce que les parents ne parlent pas flamand. Or, ils ont eu l'impression qu'il fallait absolument mettre son enfant dans les écoles flamandes pour pouvoir avancer, parce que eux, avec leur expérience assez négative quand même, parce que chaque fois qu'ils cherchaient du travail, est-ce que vous parlez flamand? On nous rebâche ça tout le temps, même si vous avez des compétences, vous avez le diplôme, ainsi de suite. Mais bon, à Bruxelles, l'élément flamand devient vraiment une difficulté. Il faut absolument parler flamand pour pouvoir avancer, comment dirais-je, ne serait-ce que trouver du travail. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, au CDNV, on avait également un contact avec une sorte d'association d'aide à l'emploi pour les afrodescendants. Donc, c'est écrit noir sur blanc sur leur carte de visite, qu'eux, ils sont là pour aider les gens d'origine africaine. Et en fait, c'est une association ils ont des bureaux à Bruxelles et également à Anvers. À la tête de cette association, c'est un Congolais d'origine, 100% congolais. Et, qui s'appelle Billy Kalonji. Et en fait, mais cette personne-là... Mais cette association-là, leur agrément leur a été enlevé, non? Ubuntu Jobs. Ah, Ubuntu, ça c'est autre chose. C'est quand ils étaient en Anvers, quand Billy Kalonji était en Anvers, ils ont fait du bon travail, mais depuis que la NVA dirige cette commune, c'est un peu dur pour cette association qui regroupait donc des Africains d'Anvers. Pourtant, ils ont travaillé depuis de très très longues années avec Billy Kalonji à la tête, pas uniquement, il a été remplacé à un certain moment. Mais bon, voilà, Billy Kalonji est des nôtres maintenant ici à Bruxelles, avec l'association dont vous parlez effectivement. Donc on peut aller rechercher de l'aide auprès de parents, je veux dire. Hein, ouais. Mais en fait, bon, ça dépend. On va pas aller voir Billy Kalonji pour lui demander de l'aide. Non, je parle de l'association. Je parle de... Oui, mais eux, ils s'occupent surtout de tout ce qui est question d'emploi, en fait. Mais moi, ce que je peux faire, c'est, dans les jours qui viennent, essayer de vous compiler une liste de différentes associations vers lesquelles les parents peuvent se tourner. Et puis, au dos de ma carte, il y a aussi mon adresse mail, excusez-moi. Je démolis le matériel, j'espère qu'on m'entend encore. Et donc, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement accessible. C'est pas que je vais répondre dans l'heure qui suit, parce que voilà, je suis maman d'un petit enfant, je suis seule avec lui et que je travaille à temps plein, et qu'en plus, maintenant, j'ai rajouté aussi l'aspect politique. Mais très souvent, les hommes et femmes politiques, pendant la campagne électorale, ils sont très gentils. C'est pas toujours vrai. Mais en fait, bon, vous avez accès à ma page, je peux vous inviter comme ami et puis vous sonder auprès des gens qui me connaissent sur Facebook. Donc, si vous vous doutez bien que si j'ai un certain nombre d'amis sur Facebook, c'est pas spécialement des gens proches, mais parfois des gens qui me contactent et vous verrez un peu le son de cloche, quoi. On essaiera. Marco. Madame Madeleine Toubala, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes au CDNV. J'imagine que c'est votre première expérience électorale, si je ne m'abuse. Souvent, les candidats d'origine étrangère dans des partis sont considérés comme des attrape-voix. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Et si c'est l'est, qu'est-ce que le CDNV vous a demandé de venir chercher chez nous? Mais en fait, moi, le CDNV m'a pas spécialement demandé de venir approcher la communauté africaine. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas toujours les personnes d'origine africaine qui vont automatiquement voter pour des candidats africains. Et c'est pas forcément le cas. Si vous interrogez les gens autour de vous, ils vont pas systématiquement choisir les candidats d'origine africaine. Donc nous, on est uniquement 3 sur la liste du CDNV. Donc si c'était cette approche-là,
Je pense pas qu'ils auraient procédé de cette manière-là, donc ça c'est un. Et puis la deuxième chose, pour le parti, c'était très important que la liste reflète la région de Bruxelles, puisqu'on se présente à la région de Bruxelles. Bruxelles, ça devient de plus en plus des personnes d'origine étrangère qui habitent à Bruxelles. Il y a des études qui ont montré qu'au niveau des statistiques, si on prend des Bruxellois, la proportion de Bruxellois qui ont au moins un parent d'origine étrangère est beaucoup plus importante que vraiment des Bruxellois dont les parents sont belges de souche. Et donc voilà, et je pense que c'était plus l'idée de refléter la population bruxelloise, parce qu'il y a également une personne qui est originaire des pays de l'Est, etc. Et donc je pense pas que leur stratégie ce soit spécialement d'aller prendre des voix dans la communauté africaine. Au niveau de la communauté subsaharienne, il y en a qui considèrent le vote comme étant une tontine. Donc nous allons vous accorder nos voix et en retour, vous devez nous apporter quelque chose. Si vous êtes en mesure d'apporter quelque chose à la communauté subsaharienne, vous devez savoir quelle est cette chose-là. D'après vous, quelles sont les préoccupations de la communauté subsaharienne ici à Bruxelles? Mais en fait, moi, quand je me suis, quand j'ai accepté de pouvoir apparaître sur les listes, c'est simplement parce que moi, ce qui me désole, c'est que, ben voilà, je suis bruxelloise depuis pas mal d'années, et je trouve que la situation des subsahariens n'a pas beaucoup évolué. Et donc, c'est plus par rapport à ça que je me disais, bon, s'il y a moyen de faire un travail sérieux, pourquoi pas le faire? Et en plus, je pense que c'est vraiment le bon moment. Bon, vous allez peut-être me dire, je viens avec du blabla des Nations Unies, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des groupes d'experts des Nations Unies qui sont venus récemment en Belgique et qui ont eux-mêmes écrit noir sur blanc que la situation des subsahariens est déplorable. Et donc en fait, le message clair qu'ils envoient à la Belgique, c'est qu'il faut faire quelque chose pour cette communauté-là. Et en fait, l'ONU a décrété que c'était la décennie des afro-descendants jusqu'en 2024. Et donc moi j'estime que, parce que c'est pas la première fois qu'un parti m'approche, mais j'estime que cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire. Si ce n'est pas au niveau de la Belgique, ces experts sont venus dans les plus grandes villes de Belgique, et notamment à Bruxelles, et ils ont fait un rapport qui montrait quelle est la situation au niveau de l'accès au logement, au niveau de l'accès... C'est une force qu'on a en fait maintenant, et c'est pour ça, moi j'estime qu'avec cette force-là, il y a moyen de vraiment faire quelque chose. Parce que j'avais travaillé avec un député belge quand je terminais mes études, en fait. Donc en même temps, je faisais des rapports en agroéconomie pour eux dans le cadre des relations Union européenne-ACP. Et aussi, comme à l'époque, les OGM commençaient à devenir à la mode, j'avais aussi dû faire un rapport pour eux. Et par la suite, ce député est devenu ministre et m'avait demandé... il avait dit, bon voilà, dans notre cabinet, on aura besoin de jeunes dynamiques, etc. Mais à ce moment-là, je sentais que c'était pas... j'avais l'impression que ce serait trop compliqué et que je ne pourrais pas forcément aider les gens de ma communauté. Parce que, vous voyez voir ma page Facebook, moi je ne suis pas quelqu'un qui se revendique autre que ce que je suis. J'estime que je suis une afrodescendante. Les questions qui m'intéressent, ce sont les problématiques des afrodescendants. Et j'estime que si je me lance maintenant, c'est vraiment pour aider les afrodescendants. Parce que j'ai ma vie, j'ai mon travail, j'ai plus d'énergie à mettre en fait j'ai l'impression que ce sera beaucoup d'énergie à mettre en œuvre que vraiment de gagner, parce que quelque part, l'énergie que je donne pour la communauté, je la perds aussi pour m'occuper de mon fils, etc., vu qu'on n'est qu'à deux. Donc c'est un peu ça ma réponse, quoi. Vous venez de dire que cet élément de discrimination qui a été pointé par des organes internationaux, que c'était une force maintenant, il y a moyen de les brandir et d'agir ici en Belgique. C'est quand même terrible d'attendre que ça vienne d'ailleurs pour que cela soit reconnu. En Belgique, c'est vrai, pour parler vraiment de discrimination, il faut se tourner vers les mouvements de gauche, les partis de gauche, ainsi de suite,
qui le disent sans beaucoup de réserve. Mais lorsqu'on est au centre comme vous, en tout cas censé être au centre, comme le CDNV et les autres mouvements de droite, absolument c'est un déni total de la discrimination envers les personnes d'origine étrangère. C'est quand même terrible. La vraie transformation à faire, c'est à l'intérieur de vos partis. Hein. C'est pour ça que je pense que vous devez travailler peut-être pour servir votre, aussi, pas uniquement, mais aussi des gens d'origine africaine, mais c'est surtout la transformation de vos propres partis politiques en des mouvements qui comprennent au moins les enjeux et les réalités de ces personnes d'origine étrangère. Mais écoutez, nous, si on avait fait aussi ce colloque sur les questions de discrimination, et moi, quelque part, j'ai vraiment été assez impressionné. Parce que les colloques sur des discriminations organisés même par certains partis que vous dites, ils parlent sans langue de bois. Mais en général, je trouvais que c'était beaucoup de paroles et très peu d'actions concrètes, en fait, au bout du compte. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les leviers. Des leviers, vous voulez dire Des leviers, c'est-à-dire les éléments par lesquels on peut vraiment transformer le pays. Hein. Ce sont les partis comme le CDNV et d'autres qui sont au pouvoir depuis toujours, j'ai envie de dire, qui ont des leviers avec lesquels ils peuvent vraiment prendre des décisions et agir. Les autres ne sont pas toujours, au fait de l'action politique. Et donc, c'est vrai qu'ils ne peuvent que souvent constater, pointer le doigt, mais pas avoir les moyens de prendre des décisions. Mais je pense que de toute manière, là maintenant, on peut plus tourner le dos au problème parce que ça devient carrément intenable. Et puis quelque part, c'est aussi, il n'y a pas que l'ONU qui a pointé du doigt, mais l'Union européenne aussi a établi un rapport de l'état de la situation des Noirs dans toute l'Union européenne. Et ce rapport aussi était absolument catastrophique. Et ce rapport a été accepté puisque la plupart des gens, il a été voté en majorité. Donc les gens, là maintenant, il y a une volonté de dire oui, c'est le cas et il faut faire quelque chose. C'est vrai que peut-être par le passé, les choses n'ont pas été faites, mais là, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose. Donc, ben voilà, chers auditeurs, nous avons reçu Madame Madeleine Toubalawa Kabeya qui se présente donc à la région ici à Bruxelles du côté flamand. C'est le CDNV ici à Bruxelles, c'est la liste numéro 10 et elle est 12e dans sur cette liste CDNV. Madame Madeleine Toubalawa Kabeya. Peut-être un dernier mot, pourquoi, si je vote, je devrais choisir Madame Kabeya? Mais en fait, moi, je pense que si vous me choisissez, moi, je suis quelqu'un qui est très sensible aux problèmes de notre communauté. Et je pense que ce serait une des raisons. Et en plus, je suis quelqu'un qui connaît les problèmes de la communauté. Faut pas croire que parce que je suis surdiplômé que j'ai trouvé comme ça du travail en sortant des études. Quelque part aussi, j'ai fait des choix de vie. J'aurais pu être déjà dans un cabinet depuis peut-être 20 ans. Et en étant complètement déconnecté des difficultés des gens à Bruxelles et en Belgique, enfin des afrodescendants à Bruxelles et en Belgique, les problèmes par rapport au logement, du fait d'être une femme seule avec un enfant, même si j'ai des fiches de paye, etc., il ne faut pas croire que je trouve comme ça un logement, parce que les gens estiment que je suis quelqu'un de vulnérable et qu'un boulot, on peut avoir un boulot le lundi et le perdre. Vous avez une fiche de paye et ceux qui n'en ont pas? Mais en fait, dans le Comment cas, ils font? mais ceux qui n'en ont pas, c'est et vrai ils sont nombreux. Hein. Je sais qu'ils sont nombreux. Et en fait, c'est vrai que quelque part, on pense qu'il faudrait développer beaucoup plus de logements sociaux en fait à Bruxelles, parce qu'il y a un gros problème à ce niveau-là où les listes d'attente dépassent le nombre de logements disponibles. Et donc ça, c'est aussi un problème qu'on doit prendre à bras le corps. Et puis le CDNV avait aussi la proposition par rapport aux gens qui ont des revenus moyens et qui veulent devenir propriétaires, parce que quelque part, c'est super important pour les gens d'avoir un toit sûr, c'est de mettre en place des systèmes de loyer achat, où en fait les loyers seraient déduits du montant global de l'achat. Et ça, c'est un projet pilote qui sont en train d'étudier pour le mettre en œuvre avec CityDev. Donc ça, c'est aussi du concret qu'ils sont occupés déjà à faire maintenant, parce qu'ils se rendent compte que tout le monde quitte Bruxelles en fait.
Et donc à un moment donné, Bruxelles, ce sera plus du tout des Bruxellois. Parce que voilà, ils sont plus du tout en mesure de pouvoir louer dans la ville ou d'acheter dans la ville. Or, il y a des professions, je veux dire, si on est infirmière et qu'on doit travailler au milieu de la nuit, on ne peut pas non plus rouler des kilomètres après, parce que de toute façon, il n'y a plus de transport, donc il faut trouver un moyen alternatif pour rentrer chez soi. Et donc, c'est toutes des choses qui se font dans d'autres pays, parce que je sais qu'en Angleterre, pour les gens, justement, les professeurs, les enseignants, les infirmiers, etc., des gens qui n'ont pas spécialement des revenus énormes, ils ont mis en place des systèmes pour que ces gens-là puissent accéder à des logements, être propriétaires avec les moyens qu'ils ont. Et ça, c'est aussi des questions sur lesquelles le CINV se penche. Madame Madeleine Toubalawa Kabeya, merci. Merci beaucoup à vous, Pat Patoma.